La force de notre histoire, écrite par les lames d'espoir, a permis la Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue à notre émission politique de ce jour. Nous avons le grand honneur d'accueillir un invité de marque, une personnalité reconnue pour son expérience politique, son engagement pour la démocratie, sa longue expérience des affaires gouvernementales et parlementaires, ce qui n'est pas rien, son expertise ainsi que sa vision pour son pays. Son engagement et sa détermination ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire et son combat a inspiré des générations entières d'Ivoiriens et d'Africains. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir aujourd'hui M. Guillaume Tibafouri Soro, président de Générations et Peuples Solidaires. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Touré. Alors, Monsieur le Président, c'est avec une très grande fierté, je l'avoue, que nous vous accueillons aujourd'hui, après que, il faut le reconnaître, vous soyez astreint à plus d'un an d'un silence volontaire. On voudra certainement savoir plus sur les raisons de ce silence. Et nous sommes d'autant plus heureux que vous accédiez à notre requête en ce jour où vous fêtez votre nouvel âge. Alors, Monsieur Soro, il n'est un secret pour personne que vous vivez en exil. Et nous sommes donc heureux aujourd'hui de vous avoir afin d'avoir des nouvelles de vous, des nouvelles de la manière dont vous gérez le quotidien de cet exil-là et notamment les défis que vous rencontrez et qui s'imposent à vous. Avant d'aller plus en avant dans cet entretien, permettez-moi de vous présenter les personnalités qui, avec moi, animeront cet échange. Je commence déjà par présenter les dames. Je commencerai par Madame Anne-Marie Bonifon. Ensuite, nous avons l'honneur d'avoir à nos côtés Madame Wassa Koulibaly. Puis suivent les hommes. Monsieur Kwablan Messou, qui est un visage bien connu. Monsieur Yao Soumaïla, ancien député. Et M. Marc Kidou Ouattara, qui longtemps a animé un parti politique proche de Guillaume Soro. Chacun des invités se présentera plus en détail quand il prendra la parole. Alors, Monsieur le Président, je ne voudrais pas faire languir davantage ceux qui nous écoutent. Je vais vous poser la question qui brûle toutes les lèvres. Guillaume Soro, après bientôt 4 ans hors de votre pays, dont 3 ans en exil formel, comment vous sentez-vous? Avant de répondre à votre préoccupation, votre question, permettez-moi d'abord de vous remercier de cette occasion pour échanger quelque peu avec vous, mais aussi de saluer toutes les personnalités que vous avez citées présentes ici. Je voudrais profiter pour les remercier, les saluer pour leur constance, leur fidélité et surtout leur engagement pour une Côte d'Ivoire démocratique qui doit forcément amorcer la construction d'un véritable état de droit. En ce qui me concerne, Monsieur Touré, je vais bien. Je vais bien. Vous l'avez dit, je me suis astreint à une cure de silence parce que quand ce que vous avez à dire n'est pas plus important que le silence, vous vous taisez. Ceci dit, je comprends que les uns et les autres aient pu souhaiter me voir m'exprimer beaucoup plus souvent. Mais ceci dit, sachez simplement que c'est moi où je me suis abstenu de prendre publiquement la parole. Ces mois ont marqué un grand travail de réflexion pour la construction de notre mouvement. J'aurai certainement l'occasion de revenir sur quelques aspects. Mais pour me résumer, je voudrais dire que je vais très bien, je me porte bien et je suis content d'être avec vous. Alors, Monsieur le Président, avant d'aller un peu plus en détail sur les raisons de ce silence, je voudrais vous demander, comme je l'ai lu ici et là, il semblerait que ce silence, cette absence d'apparition sur les médias soit due en fait à une maladie. Vous seriez très malade, Monsieur Guillaume Kibafouri Soro.
Alors, Monsieur Touré, si je peux vous rassurer, je me sens très bien. D'ailleurs, comme dit l'adage, à quelque chose, malheur est bon. Yeah. Disons que cette période d'exil, ce moment d'exil, ce temps d'exil, m'aura permis de m'occuper de moi-même, hein, de reprendre les choses en main en ce qui concerne ma santé et en ce qui concerne ma personne elle-même de façon ontologique. Donc, rassurez-vous, je vais bien et je suis prêt, si vous le souhaitez, à me soumettre euh, aux batteries de tests pour vous prouver que je vais bien. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de dire des inexactitudes sur ce que je suis, ce que je fais et comment je suis. Donc, je vais très bien. Évidemment, comme tout être humain, il peut m'arriver d'avoir quelques bobos, mais rassurez-vous, je vais très bien. Et pour ceux qui auraient pu souhaiter que je sois malade, je suis désolé de les décevoir. Hein, je respire la grande forme, la pleine forme. Alors, je ne sais pas si autour de la table, l'un de nos invités a une question spécifique à poser à M. Guillaume Soro, notamment sur ce silence, cette cure de silence médiatique. Mais je voudrais rebondir d'ici là. On vous a beaucoup aperçu, vous êtes astreint au silence, vous l'avez dit, mais on vous a signalé à divers endroits du monde. On vous a signalé en Europe, au Moyen-Orient, en Asie du Nord, en Asie orientale. On vous a vu presque partout. On a même aperçu une photo de vous quelque part dans un aéroport avec un trolley gris aluminium. Alors, Monsieur Guillaume, où étiez-vous et que faisiez-vous là? Alors, Monsieur Touré, je n'avais jamais pensé ou imaginé que je devrais, n'est-ce pas, pour tous les voyages que j'effectue, faire un communiqué pour informer la planète entière. Mhm. Alors, j'ai, pendant mon exil, parcouru le monde. Je suis allé un peu partout, en Amérique, en Europe, comme vous l'avez dit, au Moyen-Orient. La photo qui a été prise à l'aéroport international de Dubaï. Je n'étais qu'en transit, hein, pour une autre contrée où je devais avoir des rencontres assez importantes. Mhm. Et cette photo elle a été certainement prise autour du mois de juin 2022. Mhm. Hein, vous voyez, la date du 22 juin 2022. Alors, un badaud a cru intelligent de prendre une photo de moi furtivement, une photo volée. Et j'ai été tout aussi surpris de voir que cette photo a défrayé la chronique. Vous voyez? Donc, j'imagine que l'objet, ou du moins l'objectif, était de me présenter sous de mauvais jours. Mais en réalité, j'avais fait un long voyage depuis l'Europe jusqu'à Dubaï. Et en transit, je me suis posé quelque peu avant de continuer mon périple. Alors, voilà pour l'histoire de cette photo. En ce qui concerne mes voyages, effectivement, j'ai eu à voyager normalement, tranquillement, pour aller nouer des contacts, participer à des réunions et à des rendez-vous privés. Mais je dis encore que je ne savais pas qu'il fallait alerter la planète entière quand j'ai un voyage à faire. Alors, monsieur le Président, vous êtes un homme politique. Votre silence et votre silence, je dirais, votre absence de visibilité peut impacter vos collaborateurs, peut peut-être impacter votre combat. Je voudrais passer la parole à une des animatrices de GPS, Madame Anne-Marie Bonnifon, pour qu'elle nous dise que lui inspire ce silence et le fait que M. Guillaume Soro, depuis pratiquement un an, soit en mode muet. Merci, Monsieur Toussa. Je suis Anne-Marie Bonnifon.
Je suis ivoirienne. Je suis originaire de la région de Lambé. Je suis la coordinatrice de Génération et Peuple solidaire de la Côte d'Ivoire. Je suis point focal de Génération et Peuple solidaire de Lambé. Je suis infirmière diplômée d'État spécialiste. Je suis heureuse ce soir parce que je suis en contact avec mon président. Et en revenant à votre question, moi, je ne suis pas inquiète. Nous, les femmes de Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas inquiètes. Parce que nous savons que l'exil n'est pas une chose facile. C'est pour cela que chaque jour que Dieu fait, nous prions pour que notre président ait la bonne santé. Surtout la bonne santé. Parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Parole d'une Donc, nous infirmière. réjouissons chez nous. Oui. Donc, nous prions pour qu'il soit en bonne santé. Et puis après vient le reste. Nous savons que où il est, tout à fait. C'est pas facile. Très bien. C'est pas facile. Mais avec l'aide de Dieu, avec l'aide de tous ces militants, de tous ceux qui l'aiment, nous pensons que nous, les femmes, nous pensons qu'il va supporter et que Dieu va faire, qu'il va venir nous retrouver en bonne santé. Merci beaucoup, Madame Bonifon. On a vu que pour la spécialiste de la santé qu'elle est, l'exil et le silence ne sont rien si derrière il y a la santé. Très bien. Alors, Madame Wassa Coulibaly. Oui, mais monsieur Touré, non, monsieur Touré, je trouve quelque peu abusif d'insister sur un silence. Parce que quand je parle, on trouve que je parle. Quand je me tais, on trouve que le silence est suspect. Faudrait-il encore inventer un autre moyen ou une autre façon de parler, de s'exprimer, que ne les mots, ni par les silences? Je dis simplement que, en tant que responsable politique, en tant que leader du mouvement, mes paroles doivent compter. Exactement. Et mes paroles doivent avoir du sens. Le discours politique doit peser. Vous voyez, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire, il y a aussi un temps pour l'action et un temps pour la réflexion. Donc, je ne pense pas que j'ai été aussi absent. Vous avez pu lire les déclarations que j'ai eu à produire à toutes les occasions, du moins aux occasions, lors d'occasions importantes pour le pays. Donc, je pense que c'était un silence à tout le moins intéressant. Parce que je vois la frénésie que ça a créé, mais je pense qu'on aura le temps d'y revenir. Un silence actif, donc. Alors, vous êtes en exil, cela est un secret de polichinelle. Je dois vous demander, Monsieur le Président, comment vivez-vous votre exil au quotidien quand on sait que vous êtes pourchassé par le régime ivoirien? Ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est la presse internationale qui nous apprend que plusieurs équipes des services de renseignement ont été dépêchés sur vos traces partout dans le monde, en Europe et en Asie. Nous l'avons lu, comme tous les Ivoiriens d'ailleurs. Donc, le gouvernement ivoirien veut retrouver vos traces. Et comment vivez-vous ça, cette traque, et comment vivez-vous cette pression? Non, monsieur Touré, je suis serein. Vous savez, j'ai pour philosophie de vie le fait que si vous devez mourir noyé, vous ne serez pas pendu. Vous ne serez pas retrouvé pendu. Donc, évidemment, vivre en exil n'est pas une chose souhaitable pour quiconque, et surtout pour un leader politique. Mais je garde la sérénité, surtout quand je vois, donc, en parcourant l'histoire, des grands hommes qui ont connu tout aussi l'exil
et quelquefois la prison. Voyez-vous? Donc, je suis de toute façon serein parce que je considère que l'exil n'a jamais été un frein à une carrière ou à un destin politique. Je vais vous donner quelques exemples. Je me suis amusé à parcourir un peu la vie de certains leaders. Et d'ailleurs, vous savez, j'ai une grande amitié pour le président Olusegun. Et c'est lui qui me dit, Monsieur Toro, votre exil, je sais, est difficile pour vous, mais voyez-vous, moi-même, Obasanjo, j'ai été mis en prison. Et le jour où on m'a mené en prison, pour tous les Nigérians, Obasanjo, c'était fini. Et pourtant, 3 ans après, il a été libéré et de la prison, il est devenu président. Il a fait 2 mandats à succès. Mais que dire, par exemple, de Nelson Mandela, qui a fait, c'est pas la prison, la dernière connue de Mandela, où il a fait 27 ans de prison. Mais certains ignorent que Nelson Mandela est allé en prison régulièrement, près de 3 à 4 fois, en Afrique du Sud. Vous comprenez? Je peux vous parler, par exemple, du général de Gaulle en France, qui a été mis en prison, qui est allé en exil à Londres, c'est sûr. Mais le général de Gaulle, quand il est parti en exil, il a été condamné à mort par contumace. Donc, ni la prison, ni l'exil ne sont un frein à une carrière, à un destin politique. D'ailleurs, pour revenir à la Côte d'Ivoire, le président Oufoué, le premier président de la Côte d'Ivoire, a connu un exil. Quand les colons ont voulu l'arrêter, qu'il a pu s'échapper, il allait en exil. Mais le président Laurent Gbagbo, il a été en exil. Vous le savez. Il a même été détenu à La Haye. Donc, pour me résumer, c'est vrai, l'exil, ce n'est pas facile, mais l'exil permet à un homme politique de se forger, à un homme politique de réfléchir, de bâtir, de construire. Et ça, c'est très important. Alors, avant de passer la parole à Mme Wassa Coulibaly qui demande la parole, je voudrais peut-être synthétiser votre pensée. Oufoué connu l'exil et devint président. Laurent Gbagbo connu l'exil 6 ans à Paris et 8 ans à la CPI. Il devint président. Je dirais même peut-être M. Ouattara. Il fut un temps où il a fait 2 ans d'exil, il est devenu président. Guillaume Soro est en exil. Est-ce un signe? Je laisse la parole donc à Mme Wassa Coulibaly qui veut poser sa question. Mme Coulibaly, vous avez la parole. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, Mme Coulibaly. L'émotion est vive parce que l'instant est solennel. Aujourd'hui est loin d'être un jour parmi tant d'autres. C'est le jour de votre anniversaire. La naissance c'est le jour de la naissance d'une personnalité, pas comme les autres. Une personnalité qu'aucun mot ne peut décrire. J'ai nommé son Excellence Guillaume Kibafori Soro l'insaisissable. Merci. Son Merci. Excellence Président, toute la diaspora de GPS de Pamavoie vous souhaite joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Merci beaucoup. Maintenant, quant à la question de l'exil, ben, bon, moi je dirais que vous savez, l'exil n'est pas facile. Hein? L'exil n'est pas facile. Et l'exil que vit notre leader aujourd'hui fait partie de sa destinée. Hein? Laquelle destinée le conduira jusqu'à la magistrature suprême. Donc,
à l'image de tous les militants et sympathisants du GPS de la diaspora, nous ne nous appuions pas sur cette situation. Voilà. Nous sommes plutôt concentrés à l'implantation de notre mouvement. Voilà. Comme l'a dit le président Soro lui-même, il a dit que n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Donc, son exil ne nous effraie pas du tout. Voilà. Maintenant, ceux qui le cherchent, ils le cherchent parce qu'ils n'ont pas le cœur animé, hein, de bonnes intentions. C'est pour cela qu'ils ne le voient pas. Sinon, nous on ne le cherche pas. Hein. Nous savons où il est parce qu'il est dans le cœur de chacune et de chacun de nous. Partout où nous nous trouvons, nous pensons Guillaume Kibafori Soro. Je pense que il ne faut pas faire un psychodrame sur cette affaire d'exil. Parce que je pense plutôt à nos compagnons qui sont en prison. Leur sort, leur situation est bien plus difficile que ce que nous vivons. Nous, encore en exil, on a la possibilité de se mouvoir, de nous rencontrer, d'échanger, de parler. Mais ceux qui sont en prison, surtout qu'ils soient en prison pour rien du tout, et qu'ils sont détenus maintenant 4 ans de détention pour des faits qu'ils n'ont jamais commis. Et ça, c'est important. Je pense que nous devons, nous, à GPS, plutôt nous apitoyer sur le sort de ceux qui sont en prison. En ce qui me concerne, je vais bien, je circule, je tiens des réunions, je voyage, et c'est plutôt ceux qui sont en prison qui doivent nous préoccuper. Et je suis triste de voir que ce ne sont pas des prisonniers, ce sont des otages. Parce que qu'est-ce qu'on leur demande? On leur demande, devant la caméra de la RTI, de calomnier Guillaume Soro pour recouvrer la liberté. Et ça, imaginez-vous, qu'on demande à des amis, à des compagnons, à des frères, de renier leurs frères, de renier l'amitié, de renier la fraternité. Dans quel monde sommes-nous? Donc, je pense que aussi bien M. Touré, vous aussi, vous êtes en exil. Hein? Vous êtes en exil. Donc, si M. Touré, demain, fait une déclaration à la télévision nationale pour dire que je me suis trompé d'avoir suivi Guillaume Soro, vous serez accueilli à Abidjan en héros, n'est-ce pas? Donc, la question de l'exil, voilà, c'est un passage, ce sont les aléas de la vie d'un homme politique. Vous comprenez? Justement, Monsieur le Donc, Président. j'assume pleinement, n'inquiétez pas, Justement, Monsieur le j'assume Président. pleinement mon exil. Justement, la Oui. question des prisonniers est un point nodal. On le sent quand vous en parlez, on sent l'émotion et tout. Nous allons en reparler plus en détail. Mais avant cela, je voudrais donc redonner la parole à M. Messou qui avait commencé à développer un certain nombre de points. Et après lui, je pense que M. Yao Maïla prendra la parole et nous reviendrons à la question des prisonniers. D'accord. Bonsoir, Excellence. Monsieur Messou, bonsoir. Je suis très heureux de vous entendre ce soir, de vous voir, de vous parler. Et aujourd'hui est vraiment un jour spécial. Donc, au nom de la délégation régionale de l'Indino Diablin,
dont je suis le premier responsable. Et à mon nom personnel, je voudrais vous souhaiter un joyeux anniversaire et demander à Merci. Allah en qui on croit de vous en accorder plusieurs, de vous donner pratiquement l'âge de ceux qui dirigent le pays aujourd'hui. Ce qui prouve Merci. bien que le temps, qui est notre nom de Dieu, est aussi pour nous un élément très important. Je dis toujours aux amis de GPS avec qui on discute souvent que pour l'instant, nous ne sommes pas pressés. Le temps de Dieu sera notre temps pour assumer notre part de gouvernance de cette Côte d'Ivoire que nous aimons tous. Alors, quand Merci. je finis avec ça, je dis, vous savez, vous avez beaucoup parlé de l'exil, mais vous voyez, moi, l'exil, je le vois sous un autre angle. Parce que chaque fois, je me dis, si vous n'étiez pas en réserve de la République de Côte d'Ivoire, il aurait été plus simple le 23 décembre 2019 qu'on vous laisse rentrer tranquillement et qu'on vous prenne. Mais comme Allah a décidé que cela ne soit pas possible parce qu'il a prévu quelque chose pour vous, je reste persuadé qu'il n'y a de force qu'en Allah. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut dire tout ce qu'on veut, mais le destin, ce que Allah a décidé pour vous, va s'accomplir. Et nous restons persuadés, nous restons confiants. Et c'est un destin que vous aviez dit il y a quelque temps, alors que nous étions à une réunion, vous avez dit, autour de cette table, peut-être qu'avant qu'on arrive au pouvoir, certains seront en prison, d'autres seront morts, mais c'est ce qui se passe actuellement. C'était prémonitoire. Donc, Monsieur le Président, pour l'instant, nous sommes là. Vous pouvez compter sur nous comme de vaillants soldats, parce que c'est important. Vous êtes cette partie, mais en Côte d'Ivoire, il y a des fidèles de GPS qui essaient tant bien que mal de faire passer votre message. Donc, que vous communiquez avec nous ou que vous ne communiquez pas avec nous, nous savons exactement ce que vous voulez et c'est ce que je le répète tous les jours. Pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, le message il est clair. Allez de village en village, de ville en ville, de hameau en hameau, implanter le GPS. De telle sorte que si vous arrivez en Côte d'Ivoire 48 heures avant les élections, si on a bien fait le travail, vous passez un coup KO. Monsieur le Président, merci pour cette initiative de ce jour béni. Merci. Alors, l'honorable Yao Smaïla a la parole. Merci, Moussa. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Smaïla. C'est une joie immense qui m'anime ce soir. Après un long absence, la base militante GPS Côte d'Ivoire vous salue. Permettez-moi d'utiliser cette plateforme pour rendre hommage à tous nos prisonniers. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la prison n'est pas une seule aisée. Mais tous ceux qui ont accepté de faire la prison au nom de cette lutte, c'est parce que le bon Dieu a prévu quelque chose pour nous à la fin. Les militants au pays, certains sont toujours traqués. Je connais certains même qui ont été vidés de leur maison. Il suffisait de dire non, ok, à partir de ce jour, nous ne sommes plus avec James Soro pour qu'on leur donne des millions pour vivre heureux avec leur famille. Mais ils ont accepté de braver toutes les peurs. Souvent même, ils coûteront la mort. Mais ils ne connaissent que son excellence Diom Kimafori Soro. Moi, je dirais que dans un combat qui est le nôtre, il faut accepter la défaite. Parce que c'est ça aussi la démocratie. Et je pense que toutes les options sont mises sur la table. Nous pensons que nous allons y arriver. Les militants attendent patiemment votre arrivée. Ils attendent votre mot d'ordre pour qu'après la fusion, ils ont essayé, le pouvoir a essayé de nous intimider en mettant Mme Bonifon en exil forcé, en essayant quand même d'arrêter certains parmi nous. Mais la lutte continue sur le terrain. Vous allez rentrer au pays, trouver vraiment un GPS, comme l'a dit tout à l'heure mon cher René Messou, un GPS fort qui vous amènera à la magistrature suprême, au plateau. Le nouveau palais, même si vous n'allez pas l'inaugurer, je pense que vous serez le prochain président qui va habiter ce palais. Que le Tout-Puissant veille sur nous, qui veille sur tous nos exilés, nos prisonniers politiques, surtout les prisonniers GPS. Comme vous l'avez dit, c'est des otages, ce n'est pas des prisonniers. Je vous remercie et que le Tout-Puissant veille sur nous une fois de plus. Merci, Monsieur le Président.
Alors, Monsieur le Président, vous avez constaté certainement, à cette réunion, nous avons 3 prisonniers, 3 anciens prisonniers, si je ne vous compte pas. Yaous Maïla, qui vient de parler, a été arrêté le 23 décembre, jour de votre arrivée. Il a goûté aux géoles ivoiriennes. Madame Anne-Marie Bonnifon a également goûté la prison et l'exil. Et je voudrais donner la parole à un 3e ancien prisonnier politique, M. Marc Ouattara Kidou, qui lui aussi a été arrêté, détenu au nom de son engagement pour Soro. Monsieur Marc Ouattara, vous avez la parole. Bonjour, Excellence. Monsieur Marc Kidou. Oui. Bonjour, Président. Oui, ça va, ça va. Merci. En ce jour qui est vraiment exceptionnel pour vous, marquant le jour de votre naissance, c'est-à-dire votre anniversaire, nous avions pensé vous émettre un message à votre endroit. Mais c'est vous qui venez à nous pour échanger avec nous. Vraiment, quelle bienveillance de votre part, et cela me meut. En ce jour, j'ai un cadeau pour vous. Ce cadeau est une phrase que je tire d'un livre saint dans le Coran. Cette phrase dit « Rien ne peut m'arriver si cela n'a été prescrit par Dieu. » Rien ne peut m'arriver si cela n'a été prescrit par Dieu. Et rien ne pourra vous arriver si cela n'a été prescrit par Dieu. Et je voudrais que cette phrase soit votre partage à tout moment de votre vie. Concernant la question de l'exil. L'exil, c'est en quelque sorte une prison ouverte. La souffrance que l'on a, c'est celle du pays, de voir le pays dans lequel qui nous a permis de rencontrer pour la première fois le soleil, de voir ses amis et de voir ses parents. Aujourd'hui, vous êtes là et je suis content, en bon point. Mais ne dit-on pas que le bélier qui recule cherche une nouvelle puissance? Ce silence est une bonne chose pour moi, parce qu'à un certain moment, je me posais la question quand nous étions habitants. Partout où vous étiez, partout où vous êtes intervenu, je me disais, mais cet homme-là, quel temps-il même pour lui-même et pour sa famille? Je pense que dans cet exil, dans ce petit cadre, pour moi, ce silence, peut-être, c'est à la réponse que je... Prophètes zéro ont traversé le désert. Dans le cas d'espèces de notre pays, comme l'avait si bien dit, à l'exception, après vous faites poigner du président Guy Robert, tous ont traversé le désert. Mais pour tous ceux qui nous écoutent, je dirais que la marmite que vous avez, avec laquelle vous êtes dans cet exil, est devenue noire. Et c'est dans une marmite noire qu'on cuit le riz blanc. Et que celui qui comprenne, comprenne, et celui qui ne comprend pas demande au plus ancien. Je vous remercie. Merci, Président Marc Ouattara. Alors, Monsieur le Président, vous avez entendu les interventions de vos compagnons, de nos invités. Est-ce que cela vous inspire une suggestion, une intervention? Non, je me réjouis grandement de la sagesse des propos que j'ai entendus, empreints de spiritualité. Et je suis très heureux que j'ai des collaborateurs, des compagnons qui croient en Dieu. Et c'est très important. Je me permets au passage de signaler que les 2 grandes religions révélées, que sont l'islam et la religion chrétienne, ont vu leur prophète aller en exil. Même les prophètes ont été en exil. Et ça, c'est important. Et pour réagir à ce que M. Messou
a dit, vous savez, je comprends que nos militants soient impatients de me voir de retour en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est là mon pays. C'est là que j'ai vocation à finir mes jours. Donc, mon pays me manque aussi. Mes amis, mes parents au village. Mais voyez-vous, je vais vous citer une phrase célèbre d'un écrivain français, Victor Hugo. J'aime à le citer, vous comprendrez pourquoi. Il a dit, fidèle, M. Touré, notez bien, fidèle à l'engagement pris vis-à-vis de ma conscience, je partagerai l'exil de la liberté jusqu'au bout. Quand la liberté rentrera dans mon pays, je rentrerai. Cette phrase est intéressante à tout point de vue. C'est une phrase qui a été prononcée il y a plusieurs siècles. Et pourquoi Victor Hugo disait ceci à un journaliste qu'il a interviewé? Parce que après la révolution de 1848 en France, il y a eu l'élection au suffrage universel. Vous savez qu'avant, c'était la royauté, ensuite il y a eu la première révolution qui a créé la République. Alors, donc, à cette élection présidentielle, au suffrage universel, parce que vous savez qu'avant, ce n'était pas le suffrage universel, je dirais même le suffrage universel masculin, puisque les femmes n'étaient pas autorisées à voter à l'époque, en France. Tout à fait. Et avant le suffrage universel, c'était le suffrage censitaire. Alors, donc, lui, Bonaparte-Napoléon a été élu, bien élu. D'ailleurs, Victor Hugo avait soutenu, lui, Bonaparte-Napoléon, qui deviendra Napoléon III quand il va décider autrement. Donc, Victor Hugo l'avait soutenu, avait battu campagne pour lui, Bonaparte-Napoléon. Et à l'époque, la Constitution française, qui était d'inspiration américaine, vous savez que les États-Unis avaient fait leur révolution en 1776, et dans la Constitution américaine, il y avait un mandat, le mandat présidentiel était de 4 ans. Donc, en France, je pense, sous inspiration de cette Constitution, la France avait une Constitution, le mandat présidentiel était de 4 ans. Alors, une fois que lui, Napoléon Bonaparte, a été élu président au suffrage universel masculin et qu'il a goûté à la présidence, au fauteuil présidentiel, il a estimé que c'était douillet et il a décidé donc de changer la Constitution pour modifier l'article sur, n'est-ce pas, le mandat présidentiel. L'Assemblée nationale a refusé, s'est opposée. Bon, en Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale a applaudi, je dirais, des 4 mains. Mais à l'époque déjà, je parle des années 1848, 1850, 1852, l'Assemblée avait refusé de modifier la Constitution pour permettre donc un autre mandat. Que va faire Louis Bonaparte? Il fera un coup d'État. Le 2 décembre 1852. Alors, naturellement, Victor Hugo va s'opposer, écrivain, il va s'opposer, il sera arrêté, libéré, il va continuer à s'opposer et après une manifestation, un décret donc sera pris pour le bannir et il va s'exiler en Belgique. Tout en étant en Belgique, il continue avec la plume, par sa plume, à critiquer le coup d'État, à le dénoncer. D'ailleurs, il a fait un pamphlet au vitriol, je dirais même pas un pamphlet, il a fait un livre où
il a traité Napoléon de petit, Napoléon le Petit. Et il a dit tout le mépris qu'il avait pour lui. Alors, Napoléon va demander que Victor Hugo soit arrêté en Belgique. Il va donc quitter la Belgique pour les îles britanniques, de Jersey d'abord. Là encore, il va avoir quelques problèmes parce qu'il continue à critiquer. Il a critiqué à l'époque la reine Victoria d'Angleterre et il sera obligé de quitter l'île de Jersey pour Guernesey. Alors, donc, je vous raconte ça pour vous dire que quand, en 1855, on lui pose la question de quand il va rentrer, et il dit, quand la liberté rentrera, je rentrerai. Parce que j'ai pris un engagement vis-à-vis de ma conscience. Naturellement, je ne dirais pas naturellement. Alors, il va vivre son exil et c'est inspirant pour nous autres qui vivons l'exil maintenant. C'est inspirant. Il va vivre son exil sans pleurnicher. Il va vivre son exil dans la dignité. Et c'est ce que je m'efforce de faire. Je ne veux pas qu'on parle de mon sort en termes d'exilé. Il faut se battre. Il faut garder sa sérénité. Et Victor Hugo n'entrera en France qu'après 1870. Vous savez, en 1870, il y a la guerre prusso-française et Napoléon sera vaincu, capturé à Sedan, fait prisonnier. D'ailleurs, il mourra lui aussi en exil, en prison. Victor Hugo va rentrer en France en véritable héros parce que c'est les historiens disent c'est autour de 500 à 600 000 personnes de l'époque qui descendent dans la rue pour l'accueillir et beaucoup plus de monde quand il mourra en France. Donc, je vous raconte cette histoire pour vous dire que, parce qu'il y a une, à tout point de vue, à bien des égards, il y a une similitude avec la situation ivoirienne. Donc, nous, aujourd'hui, à GPS, et moi, en tant que président du mouvement, je suis plutôt préoccupé par le sort de mes amis qui sont en prison et je profite de l'occasion pour les saluer et leur dire qu'ils ont tout mon soutien. Je leur dis que ce sont des moments extrêmement difficiles pour eux en prison et que, comme Alfred de Vigny le disait, il faut garder, rien ne sert de pleurnicher, il faut assumer dans la dignité. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, on voit que vous parlez avec beaucoup d'émotion de la question de vos amis, de vos compagnons qui sont en prison. Je pense ici à Soultoussou, à Kader Doumbia, à tous ces jeunes soldats membres de votre sécurité rapprochée qui injustement sont en prison. Et sur cette question sensible des prisonniers politiques, nous avons ici quelques-uns de ces anciens prisonniers politiques qui ont souhaité apporter leur soutien, leur témoignage et voir peut-être même leur compassion. Je donnerai la parole à Mme Bonifon, qui fut une des éminentes prisonnières politiques de GPS. Mme Bonifon, en 1 minute. Merci bien. Monsieur Touré Moussa, vous savez, certes, la prison n'est pas facile, hein, mais quand tu sais pourquoi tu es en prison, comme le président l'a dit, tu te fais avec. Donc, être en prison pour la cause du président Soro Tibafori Guillaume, je pense que c'est une chose facile. C'est le mot prison, prison qui fait peur. Mais quand tu as la main sur le cœur, tu crois en Dieu, tu sais pourquoi tu es là-bas, le temps passe vite. C'est tout ce que la résilience, donc. Marc Ouattara, qui lui aussi a connu la prison et qui en est sorti sans jamais abandonner. Au fin fond de la Côte d'Ivoire. Marc Ouattara, oui, est allé au fin fond de la Côte d'Ivoire. Et il en est revenu plus fort, plus fort. Je suis solidaire de mes frères qui sont en prison. Ce n'est pas une chose vraiment aisée et facile. Je pense que lorsqu'on est là-bas, on se fait un moral d'acier.
On a une vision et c'est la vision qui leur permet de dire plus ça va. Vraiment, nous sommes de tout cœur avec eux. Voilà, et nous pensons vraiment qu'ils pourront nous rejoindre. Jasmela, vas-y. D'accord. Merci beaucoup, Moussa. Pour moi, la prison, quand vous vous engagez auprès de quelqu'un comme Soro-Diom, vous attendez plus ou moins à tout. Pour dire vrai, le 23 décembre, c'est vrai, on a été surpris, on s'attendait à tout sauf à ça. Mais pour la cause, je pense quand même que on ne devrait pas se lamenter, on devrait plutôt penser à ceux qui y sont toujours. Nous avons eu la chance, on a passé 9 mois. Et depuis lors, certains parmi nous sont encore là-bas. Moi, je pense quand même que ce n'est pas un lieu où il faut souhaiter pour quelqu'un. Ce n'est pas un lieu où il faut vraiment vivre. Il faut être vraiment... C'est qu'on sait, je n'ai pas envie de dire des mots crus, des mots durs, sinon il faut être sans cœur pour mettre tes semblables dans ces lieux-là. Et je ne le souhaite pas pour mes pires ennemis. Mais auprès de Guillaume Soro, on s'attend à tout. On est prêt à tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Que Dieu fasse que ceux qui sont encore en prison puissent sortir vraiment en bonne santé. C'est ce que j'ai à dire. Merci. En tout cas, une note d'espoir, une note de soutien. Il y a eu de la prison, il y a eu de l'exil, mais il y a eu aussi une décision judiciaire frappant GPS. En première instance et en appel, il a été prononcé une interdiction d'exercer. Pour dire les choses simplement, la justice a dissous GPS. Monsieur le Président, est-ce que cela ne porte pas un coup d'arrêt à vos ambitions? Monsieur Touré, c'est une question à laquelle nos avocats pourraient donner des réponses juridiques. Mais comme vous le savez aussi bien que moi, cette prétendue dissolution est totalement politique. Et je pense que les gouvernants ne devraient pas empêcher, ne devraient pas interdire les organisations politiques. En réalité, ce ne sont pas les lettres GPS qu'on a voulu dissoudre. La vérité, c'est que c'est un homme politique à qui on veut interdire de faire la politique en Côte d'Ivoire. Parce que demain, si GPS décidait de se donner un nouveau leader, je suis sûr que GPS pourrait fonctionner tranquillement en Côte d'Ivoire. En réalité, c'est après moi que mes adversaires sont. Mais ceci dit, l'histoire nous enseigne que de tels forfaits ne peuvent pas prospérer. Il y a eu tellement, quand vous prenez l'histoire des pays africains, il y a eu tellement de partis qui ont été dissous. Et pourtant, ça n'a pas empêché ces partis non seulement de fonctionner, mais de prendre le pouvoir. Je donnerai simplement, il serait fastidieux ici de citer tous les exemples, mais je prendrai un exemple symptomatique. L'ANC en Afrique du Sud. Savez-vous que l'ANC a été dissoute en 1960? Et pourtant, en 1994, l'ANC est arrivée au pouvoir en Afrique du Sud et gouverne. Donc, dans le cas de GPS, quelqu'un a utilisé le mot patience. Quand nous avons décidé de créer GPS, nous avons dit que nous allions faire la politique autrement. Et GPS
Et il faut que les cadres du mouvement le sachent. Et un appareil qui n'est pas un phénomène, qui n'est pas circonstanciel, qui n'est pas conjoncturel. C'est un mouvement que nous voulons, qui, par ses principes, les valeurs à promouvoir et la vertu, traverse les décennies en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il faut vraiment travailler solidement à la fondation, aux fondations de GPS. Et ça, c'est important. J'ai dit que chaque militant de GPS était un ambassadeur et qu'il fallait mettre GPS dans le cœur de chaque Ivoirien. Et ça, c'est important. Quand un arbre a des racines véritablement, permettez-moi la tautologie, enracinées dans le sol, il résiste à la tempête, à l'orage, aux intempéries. Et ça, c'est très important de le noter. Il faut que les cadres de GPS, d'ailleurs, je convoquerai après la publication de la liste des membres du COC, est-ce que vous pouvez vous imaginer que dans cette période de dureté, de difficulté pour GPS, bien des cadres tapent à la porte de GPS. Le COC, nous projetons environ 600 membres du COC. Vous comprenez? Donc, je dis aux cadres et aux militants de GPS, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est à vous qu'incombe la responsabilité d'aller dans les hameaux, les campements, les villages, pour installer même de façon embryonnaire GPS. Et c'est très important. Bien entendu, Monsieur le Président. Débat sur... Bien entendu, Monsieur le Président, vous avez bien expliqué que la défense judiciaire, elle se mène sur le terrain. Votre armée d'avocats et de juristes se défend pied à pied. Vous donnez instruction donc à vos cadres et à vos militants d'investir le terrain, d'implanter l'arbre GPS profondément. Mais d'ici là, il y a des élections qui arrivent. Il y a les municipales, il y a les régionales, les sénatoriales. Est-ce que GPS va y participer, M. Guillaume Soro? Alors, avant de répondre à cette question, je voulais dire et rassurer. Et il faut que vous ayez pour les motifs de dire, d'affirmer que tant que GPS sera dans le cœur des Ivoiriens, tant qu'on n'aura pas alors dissous tous les cœurs des Ivoiriens, GPS vivra. En ce qui concerne la question de notre participation, vous savez très bien que GPS, je crois bien, en 2001, a posé un préalable qui relève d'une question principielle. Donc, il ne s'agit pas pour moi de prendre unilatéralement et tout seul la décision. Nous allons convoquer un COC qui appréciera l'environnement. Mais vous savez très bien que GPS avait décidé de ne pas aller aux élections. Et ça, c'est important de le noter. Il ne s'agit pas ici d'exprimer donc une position personnelle, mais c'est une position du mouvement. Maintenant, je vois que cette question revient sur la table. Le COC pourra pleinement se prononcer là-dessus, mais je pense que les cadres de GPS, les militants de GPS doivent voir au-delà de l'immédiateté. Nous ne construisons pas GPS pour aujourd'hui, nous construisons GPS pour demain.
il y aura des multitudes et des multitudes d'élections. Le FPI ou le PPACI de M. FPI d'abord, en 2000, je crois, 11, avait boycotté les élections, toutes les élections. Ça n'a pas empêché que lorsque leur leader est revenu, le président Laurent Gbagbo est revenu encore, d'être automatiquement la troisième force politique à l'Assemblée nationale. Donc, je pense que les cadres doivent comprendre que l'investissement qu'ils font aujourd'hui, c'est pour demain. Quand on sème, on attend quand même quelques pluies pour récolter. On ne sème pas le même jour et puis on récolte le même jour. Voilà. Tout à fait. Monsieur le Président, nous sommes quand même à moins de 2 ans de la prochaine élection présidentielle. Vous implantez votre parti, vous l'organisez, vous le structurez, mais vous-même, pensez-vous pouvoir être candidat d'abord compte tenu des décisions de justice prononcées à votre encontre et surtout en raison du peu de temps qui vous reste pour vous organiser? Est-ce que vous pourrez vous présenter à la présidentielle de 2025? Il n'y a pas de raison. D'autant plus que vous avez évoqué des décisions de justice. Mais je vous signale que d'autres décisions de justice, notamment de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, a invalidé, qui est une norme supérieure juridique, a invalidé donc les décisions de la justice aux ordres en Côte d'Ivoire. Vous le savez très bien. Absolument. Donc, mieux, je prends même l'exemple de M. Ouattara. La Cour suprême de Côte d'Ivoire avait invalidé la candidature de M. Ouattara, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais un jour se présenter et diriger, présider, n'est-ce pas, aux destinées du pays. Je vous rappelle que récemment, au Brésil, Lula a été condamné, a même fait de la prison. Ça n'a pas interrompu sa volonté manifeste de se présenter. Il a été candidat. Il est présentement président au Brésil. Donc, il n'y a pas de raison que nous baissions la garde. Et c'est pourquoi il urge pour les cadres de GPS de travailler, n'est-ce pas, sur le terrain pour asseoir notre organisation capable, n'est-ce pas, de relever le défi présidentiel. Très bien, Monsieur le Président. Je vois que sur cette question, il y a beaucoup d'intentions de participation. Je commencerai peut-être par donner la parole à Mme Wassa Coulibaly. 2025, c'est dans 2 ans. Okay. Merci, M. Touré Moussa, de me donner la parole. Je pense que cette histoire de 2025, nous ne nous concernons pas, nous ne nous sentons pas concernés par cette décision. Nous travaillons à l'implantation de notre mouvement. C'est ce qui nous importe actuellement. Donc, voilà. Monsieur Messou, vous venez de Niablé, vous avez parrainé une série d'activités. Oui, merci, Monsieur Moussa. Tout à l'heure, je disais que, en fait, 2025 ou 2020, en fait, nous, ce qui est important, le message du président était très clair. Il nous a dit d'implanter GPS partout. Et tout à l'heure, je dis, même si le président arrive à Abidjan 48 heures avant les élections et que nous, on a fait le travail comme cela se doit sur le terrain, il n'y a pas de problème. Ce que je veux que mes amis du GPS comprennent aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas obligés d'attendre que le président rentre. C'est ce que je m'évertue à expliquer aux uns et aux autres. C'est au moment où le président est absent, nous devons aller dans tous les recoins de Côte d'Ivoire pour implanter GPS. Parce que si on le fait, dès que le président arrive, il n'y a plus grand-chose à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas là. Nous essayons de créer pratiquement l'engouement. Mais quand le président va rentrer demain, ce serait du pain béni. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous, qu'on parle de 2025, qu'on parle de ceci, c'est aujourd'hui que nous devons commencer à préparer 2025. Et aujourd'hui, la réunion, en fait, disons, le colloque que nous avons animé, c'est ce qu'on a rabâché. On dit, allez-y et travaillez. Parce que le président, il peut arriver à n'importe quel moment.
Mais si le président arrive et que rien n'a été fait, comment il va aller aux élections? On n'a pas travaillé. Il est là, c'est maintenant qu'on va tout reprendre. Non, le travail doit commencer depuis sa réélection, même bien avant ça. Mais depuis qu'il a été élu, il nous a dit ce qu'il y a à faire. On n'a pas besoin de midi à 14 heures. On a exactement le message. On sait ce qu'il faut faire. Il ne reste plus qu'à aller sur le terrain et puis travailler. C'est ça que chacun doit Madame intégrer. Bonifon, voilà, on va donner la parole à Madame Bonifon, qui a beaucoup travaillé dans la région de Lamé, je pense. Je rejoins Monsieur Sou. Nous travaillons. Nous sommes sur le terrain. Le président doit être confiant. Il a des soldats sur le terrain. Côté femmes comme côté jeunes. Nous travaillons sur le terrain et nous pensons que dès son arrivée, il va accéder au pouvoir. Il n'y a pas de problème. Marc Ouattara, et on terminera par Yao Smaïla. Je dis que tout est possible. Parce que pour moi, le mot jamais ne fait pas partie du langage des Cubains. Il fait partie plutôt de ceux qui rejoignent l'au-delà. En ce sens que le président lui-même vient de le dire, ce n'est pas le président immédiat qui est important, que ce soit 2025, etc. C'est pour moi le futur, c'est-à-dire la flèche du temps qui est importante. Vous voyez, tous nous connaissons l'objectif. Mais pour nous qui sommes sur le terrain, ce n'est pas l'objectif puisque nous le connaissons, mais c'est la conséquence de l'objectif. Je m'explique. Vous connaissez un grand acteur qui s'appelle Will Smith. Un jour, son père lui demande de construire un mur derrière la maison. Il était très jeune, il dit, mais papa, mais je ne peux pas construire le mur. Mais son père lui dit, si, tu vas placer la première brique. Ensuite, tu placeras la deuxième brique. La troisième brique, etc. Il a pu bâtir. Si nous ne bâtissons pas le GPS sur un rocher solide, avec des mentalités fortes, avec l'espérance pour nos militants, je pense que nous ne pouvons pas accepter que son Excellence Guillaume Soro a une élection qui ne doit pas être. Pour nous, nous disons, devant notre souffrance, s'il part à une élection, il doit l'emporter. Voilà. Donc, nous devons travailler sur le terrain, ce que nous avons fait. Nous devons travailler, solidifier le mental, parce que nous ne faisons pas d'autres partiront. Ils diront, mais il a un exil, c'est que pour lui est fini. Non. Nous devons solidifier le mental de nos partisans et puis leur donner une lueur d'espoir, qui est la flèche, donc ici, du temps. Vous savez, nul ne peut arrêter le jour de s'élever et permettre au soleil de briller à son service. Et nul ne pourra arrêter la marche que nous avons prise, qui est une marche altière et qui verra plus tard, donc ici, l'avènement de son Excellence Guillaume Soro. Je pense personnellement... cette série. Pour la question des élections, moi, je pense quand même que cela ne devrait pas forcément être notre priorité. Il appartient à tous les cadres du GPS et de faire le maillage, comme le dit régulièrement le président Guillaume Soro. Il faut faire le maillage du terrain, il faut implanter le parti, de sorte à ce que, à 48 heures, comme l'a dit le cher René Messou, dès que le président Soro arrive à 48 heures des élections, qui puisse gagner les élections. Moi, je pense quand même que nous devons mettre à profit ce temps mort-là pour implanter solidement. Voilà. Donc, Monsieur le Président, vous avez entendu donc vos collaborateurs, vos compagnons, ils disent on est prêt, on est sur le terrain, nous sommes dans la mouvance et dans le droit fil de ce que vous nous avez indiqué. À cela, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quelles sont les instructions que vous donnez? Disons que ces instructions ont déjà été données. Je pense qu'il faut bâtir sereinement, patiemment et tranquillement GPS. Ce travail de terrain sera forcément récompensé. Il faut que les cadres s'approprient, n'est-ce pas, ce canevas de travail. Et il faut aller le faire partout dans les villages, dans les campements. Et ça, c'est important. Il faut conserver la proximité
avec le peuple de Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs le 14 de ce mois se tiendra la réunion du COC. Ce sera un forum, ce sera là l'occasion pour moi d'aller plus en détail sur ce que j'attends des cadres et des nouveaux membres du COC. Parce que vous savez que j'ai la responsabilité de faire en sorte que GPS grandisse et dans de bonnes conditions. Et c'est ce que nous allons faire. Très bien, Monsieur le Président. Très bien, Monsieur le Président. Alors, aujourd'hui, vous venez d'avoir 51 ans. 51 ans, dont 30 ans ont été consacrés à la lutte syndicale et au combat politique. Donc, 30 ans de combat sur vous ce nouvel âge de votre vie. Sérénité, stress, inquiétude, doute? Non, je disais que cela ne me rajeunit pas. Non, non, vous parlez de doute. Douter de quoi? Non, je vous l'ai dit, ma philosophie est très simple. À chaque jour suffit sa peine. Je me suis engagé en politique. Évidemment, il y a les risques, comme j'ai dit, les années. Mais je suis d'une sérénité. Vous pourrez peut-être me trouver impavide face à cette situation. Mais c'est parce que, bon, je suis à mon 3e exil. Donc, je sais bien les difficultés que cela impose. Absolument. Mais je suis aussi convaincu que tant qu'on est résilient, et surtout, tant qu'on milite pour la bonne cause, elles l'ont fait. Tout à fait. Et je l'ai dit, je rentrerai en Côte d'Ivoire, comme Victor Hugo l'a dit, quand la liberté rentrera. Quand on aura donc une situation politique nationale aseptisée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, je suis plutôt confiant, optimiste. Je pense que la Côte d'Ivoire ne peut pas rester totalement bloquée comme elle l'est. Je pense que la preuve, je me tais pour quelques mois, je vois toute la frénésie qu'il y a de Jeune Afrique, RFI, France 24, TV5, qui font la une sur le silence de Guillaume Soro. Et j'ai vu certains de mes compagnons qui se plaignaient de la tête de l'article. Non, 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 moi je trouve que c'est très bien. Le général Ouassena, du temps où j'étais président de l'Assemblée nationale, que j'appelais affectueusement papa conseiller, me disait un jour, Soro, quand on est un homme politique, il faut accepter qu'on parle de toi, tout le temps. Qu'on parle de toi en bien ou en mal, c'est bon. Parce que le jour où on ne parlera plus de toi, tu auras aussi cessé d'exister dans la conscience des populations. Exactement. Alors, vous savez, pour avoir une Jeune Afrique, certains payent des millions. Mais nous, sans débourser un copain, on parle de nous. Mais c'est une très bonne chose. C'est clair. Donc, moi, je suis plutôt serein. Je suis convaincu que le destin s'accomplira tôt ou tard. Et, d'ailleurs, quand nous étions au petit séminaire de Katiola, je crois que les anciens séminaristes viendront. Donc, nous avions nos cours de religion et il y avait un évêque à Daloa, je crois. Daloa, je crois. L'évêque, paix à son âme, Monseigneur Tekri. Oui. Tekri. T-E-K-R-I. Tekri.
Et comme les évangiles et les prophéties contenues dans l'évangile, on faisait un peu de l'esprit, un jeu de mots. On disait ce qui est écrit est écrit. Ouais. Donc, je crois que ce qui est écrit est écrit. Est écrit. Et ce qui est prévu pour Guillaume Soro se réalisera. Inch'Allah. Et un doyen me disait, il dit, fiston, tu sais, si quelque chose n'est pas prévu pour toi, si la mangue au sommet de cet arbre n'est pas prévu pour toi, tu vas te battre avec ta dernière énergie. Et au moment de tendre juste la main pour cueillir la mangue, tu tomberas raide mort. Mais si quelque chose est prévu pour toi, quelles que soient les vicissitudes, quelles que soient les difficultés, tu l'accueilleras. La mangue même n'attendra même pas ta main, elle viendra à toi. Et ça, c'est une sagesse importante à méditer. Absolument. Et donc, pour moi, vraiment, je suis tranquille dans ma tête. Je fais le travail de réflexion pour GPS et je demande au cadre de faire le travail de terrain, de construction, d'enracinement, de consolidation de GPS. Alors justement, Monsieur le Président, vous faites bien de le dire. Les prisons sont encore remplies. Il y a beaucoup de gens qui continuent d'être condamnés. On l'a vu récemment lors des dernières manifestations du PPACI. Certaines personnes ont été condamnées pour avoir brandi le drapeau de la Russie. D'autres ont été condamnés pour avoir accompagné Damana Picasse. Beaucoup de gens sont en exil. Vous-même, vous êtes condamné à la perpétuité. Enfin, le chantier de la réconciliation nationale que vous aviez lancé quand vous étiez chef du gouvernement et président de l'Assemblée nationale, depuis quelques années, ce chantier semble en panne. Selon vous, du haut de votre expérience et de votre profonde connaissance du terrain de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'enfin ce pays se réconcilie avec lui-même? Alors, disons que je suis un fervent partisan de la paix, de la tranquillité, de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Je pense fondamentalement que nous ne pouvons rien bâtir de solide si nous n'engageons pas un dialogue sincère et si nous n'œuvrons pas à la réconciliation des filles et des fils de la Côte d'Ivoire. Sans exception. Et d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, c'est ce que j'avais professé. J'avais dit qu'il n'est peut-être pas interdit de se battre quelquefois, mais tout ceci doit s'achever par la réconciliation pour instaurer un climat de concorde, un climat de convivialité, un climat de tranquillité pour permettre de passer à une autre étape qui est le développement et le progrès pour le pays. Exactement. Et vous savez, quelquefois, je vois bien des gens qui passent tout le temps à ruminer, à s'accrocher à des rancœurs. Mais quand on est homme d'État, c'est important. Homme d'État, il faut avoir la capacité de se surpasser pour l'intérêt supérieur de la nation. Alors, M. Touré, vous me direz que je fais beaucoup de références historiques. Laissez-moi vous conter un fait. Au temps de la royauté en France, le roi Louis XII, vous pourrez aller vérifier, du temps où il était prince, donc duc d'Orléans, quand le roi Charles VIII devait monter sur le trône, vu son âge,
on a voulu décréter la régence. Et le duc d'Orléans estimait qu'il lui revenait de droit d'assumer la régence. Et il s'est rébellé. Il s'est rébellé. Il a pris les armes. Et il a été arrêté et emprisonné. Absolument. Et voilà que le roi Charles VIII a eu la mauvaise idée de se tuer en cognant sa tête au linteau d'une porte. Et droit de succession, je signale au passage que celui qui l'avait arrêté et mis en prison, c'était le général des armées royales, la Trémoille. Et donc, quand le duc d'Orléans, le temps est venu d'accéder au trône à la suite de la mort du roi Louis VIII, d'ailleurs, c'est là-bas que a été prononcé la première fois, le roi est mort, vive le roi. Quand le duc, disais-je, accède au trône et donc devient Louis XII, il prend le nom de Louis XII, le général, chef des armées royales, s'est senti en danger, puisque c'est lui qui avait arrêté le duc. Donc, il s'est dit que sa tête serait coupée. Alors, il s'est précipité avec une cour de fidèles qui étaient tous hostiles au prince d'alors, mais au roi maintenant, Louis XII, pour supplier et commander sa clémence. Et j'ai aimé cette phrase. C'est très important. Je pense que les hommes d'État devraient s'en inspirer. Au moment où on venait le supplier avec, si vous voulez, majesté, il a dit, et M. Touré notait cette phrase parce qu'elle me plaît énormément, il a dit ceci: il ne serait pas décent et à honneur au roi de France de venger les querelles, les inimitiés, les injures faites au duc d'Orléans. Et ça, c'est important. Oui. Quand on devient président, quand on devient un homme d'État, quand on devient chef de l'État, je pense qu'on doit être pétri de certaines valeurs cardinales. Et c'est là que se trouve l'intérêt de la réconciliation. Parce que sans réconciliation, nous ne pourrons pas nous mettre au-dessus du sentiment et de la volonté de vengeance. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas se construire sur la base d'un cycle ininterrompu et infernal de vengeance en vengeance. Exactement. C'est pourquoi et vous me permettrez de conclure sur cette question pour dire que de toutes les façons, la réconciliation s'imposera aux Ivoiriens. Et nous souhaitons que cette réconciliation soit sincère. Il ne s'agit pas de duper les uns et les autres, de les rouler. Il s'agit de faire une réconciliation, non pas pour nos petites personnes, mais pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, pour notre pays, parce que de toute façon, il faudra bien qu'on admette que la Côte d'Ivoire appartient à nous tous, pas plus qu'à une seule personne, mais à nous tous. Exactement. Voilà ce que je peux vous répondre sur la question. Monsieur le Président, je pense que vous avez été bien généreux avec nous. Plus de 2 heures, vous avez accepté donc d'échanger avec nous sur toutes ces questions qui nous tenaient à cœur. Avant donc de vous remercier, de remercier l'ensemble des participants à cette chaleureuse rencontre, je vous dis une fois de plus joyeux anniversaire, Monsieur le Président.
Et Merci. nous vous attendons très, très, très bientôt en Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers invités. Ainsi qu'on fait donc cette émission. Merci à tous. Nangama, Soroto Nangama, Tolonde Kerala, Nangama, Guillaume Soro, Nangama, Guillaume Soro.